Dans une société où la consommation est souvent confondue avec la réussite, ceux qui choisissent délibérément de dépenser peu d'argent semblent presque incompréhensibles. Nous avons tendance à les cataloguer rapidement, avares, austères, incapables de profiter de la vie. Pourtant, si l'on observe attentivement, on découvre chez eux une sérénité qui manque à beaucoup d'autres. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Certaines personnes, bien qu'ayant les moyens de tout s'offrir, préfèrent s'en abstenir. Il ne s'agit pas d'un manque de ressources. Il ne s'agit pas d'une contrainte financière. Il s'agit d'une vision profondément différente de l'existence, alors que la majorité cherche sans cesse à gravir l'échelle du succès matériel. Ces individus semblent utiliser une autre unité de mesure. Leur richesse ne se calcule pas en possessions accumulées, mais en indépendance préservée. Ils n'achètent pas simplement des objets, ils investissent dans leur autonomie, là où d'autres voient un signe de réussite dans l'acquisition ou voient une responsabilité supplémentaire, parfois même une dépendance. L'écrivain américain Renji David Thoreau a formulé cette idée avec une phrase devenue célèbre: un homme est riche en proportion du nombre de choses dont il peut se passer. À première vue, cette pensée peut sembler restrictive, mais en réalité, elle suggère une autre forme d'abondance, celle qui naît de la liberté intérieure et du détachement volontaire. Mais si, en réalité, cette phrase était la clé d'une force psychologique dont nous avons aujourd'hui plus besoin que jamais, regardons plus profondément. Que comprennent ces personnes que la plupart d'entre nous ignorent? La première grande différence réside dans leur conception du coût. Pour le consommateur moyen, le prix d'un produit est simplement le chiffre inscrit sur l'étiquette: 50 € pour un dîner, 1000 € pour un nouveau smartphone, 40 000 € pour une voiture. L'échange paraît simple, de l'argent contre un bien. Ceux qui dépensent peu par choix font un calcul différent, ils ne voient pas uniquement la somme d'argent, ils voient le temps de vie qu'ils ont dû consacrer pour la gagner. Si tu gagnes 20 € de l'heure, ce téléphone ne coûte pas 1000 €, il représente 50 heures de ton existence, une semaine entière, passée à travailler, à fonctionner, sans pouvoir utiliser ce temps autrement. Cette conversion mentale change tout. L'achat cesse d'être un simple avantage matériel. Il devient un échange entre quelque chose d'irremplaçable, ton temps, et quelque chose de temporaire. Pose-toi une question honnête: combien d'heures de ton passé dorment dans ton armoire, jamais portées? Combien de jours de ta vie sont immobilisés dans un garage ou exposés comme simple décoration? Une fois que l'on intègre ce calcul, on n'économise plus par avarice, mais par respect pour sa propre existence. Chaque euro non dépensé représente du temps que personne ne pourra te reprendre. C'est une part de ton avenir qui reste entre tes mains. Cette manière de penser nous conduit directement vers un phénomène psychologique que nous sous-estimons souvent: l'adaptation. En psychologie, on l'appelle le tapis roulant hédonique. Nous achetons quelque chose de nouveau et, pendant un court instant, notre niveau de bonheur augmente. Nous nous sentons récompensés, parfois même valorisés. Mais cette sensation est éphémère. Après quelques semaines, parfois seulement quelques jours, ce qui était nouveau devient simplement normal. La voiture plus grande ne le rend pas heureux durablement. Elle devient juste ton véhicule habituel. La maison luxueuse cesse d'être un symbole exceptionnel. Pour devenir l'endroit où tu gères ton quotidien, ceux qui choisissent de peu dépenser ont compris ce mécanisme. Ils savent que la satisfaction durable ne provient pas de l'accumulation, mais d'une réduction volontaire des attentes. Le bien-être ne naît pas forcément de l'ajout, mais souvent de la simplification. Il faut une véritable force psychologique pour pouvoir définir le mot assez dans un monde qui nous répète sans cesse que nous avons besoin de plus pour être complet. La modération n'est pas une privation, c'est une forme de résistance, une décision consciente de ne pas laisser ses désirs être dictés de l'extérieur, mais de choisir soi-même ce qui suffit. Lorsque tu apprends à être satisfait avec moins, tu deviens indépendant des récompenses extérieures. Ton humeur ne dépend plus de ta capacité à financer le prochain voyage ou le prochain achat. Tu développes en toi une base stable, qui ne vacille pas au rythme des promotions et des slogans publicitaires. Dis-toi sincèrement, quand as-tu ressenti pour la dernière fois un bonheur authentique, qui n'était lié ni à une condition ni à une transaction? Mais il existe un niveau encore plus profond. Une grande partie de nos dépenses n'est pas destinée à nous-mêmes, mais au regard des autres. Nous achetons du statut, un sentiment d'appartenance, l'illusion de rester dans la course. C'est profondément humain. Nous sommes des êtres sociaux, désireux de sécuriser notre place dans le groupe. Pourtant, le coût est élevé. Chaque symbole de réussite crée de nouvelles obligations. Une voiture coûteuse entraîne une assurance coûteuse, des réparations onéreuses, parfois même un style vestimentaire adapté à l'image que l'on veut projeter. Une simple acquisition peut déclencher une chaîne d'engagement permanent. Ceux qui choisissent de dépenser pourront souvent décider consciemment de se retirer de ce jeu du statut, non par indifférence, mais par liberté. Cela demande du courage,
Cela exige une estime de soi suffisamment solide pour ne pas dépendre d'eux. L'orgo ou d'étiquettes de prix. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Dépenser peu est souvent le signe d'une richesse intérieure. Celui qui n'a rien à prouver n'a pas besoin d'afficher. Il sait déjà qui il est. » Réfléchis un instant à l'énergie que tu consacres à entretenir une certaine image de toi-même. Combien de tes décisions d'achat prends-tu réellement pour toi, dans le silence? Et combien sont influencées par ce que tu penses que l'on attend de toi? La psychologie des personnes frugales est d'une honnêteté radicale. Elle distingue les besoins des désirs. Sainte nourrir est un besoin. Être vu dans un restaurant coûteux est un désir. Avoir un abri et de la chaleur est un besoin. Posséder une maison dans le quartier le plus prestigieux est un désir. Lorsque tu opères cette distinction sans compromis, un poids immense disparaît. Tu sors de la compétition invisible. Et c'est là le paradoxe, ceux qui cessent de chercher à impressionner paraissent souvent les plus authentiques. Ils dégagent une tranquillité qui ne s'achète pas. Un autre aspect fondamental est la sécurité psychologique. Nous vivons à une époque marquée par l'incertitude, les emplois peuvent disparaître, les marchés peuvent s'effondrer. La santé peut vaciller. Celui qui supporte des charges fixes élevées vit en permanence au bord du précipice. Un seul mois sans revenu peut devenir une menace existentielle. Cette peur latente agit comme un bruit de fond permanent, générant du stress même lorsque tout semble aller bien. Ceux qui maintiennent volontairement leurs dépenses à un niveau bas se construisent un amortisseur. Face au chaos, ils se créent ce que l'on appelle en anglais le fuku money. Même s'ils le formuleraient sans doute de manière plus élégante, une réserve qui leur permet de dire non, non à un supérieur toxique, non à une mission qui contredit leurs valeurs, non aux heures supplémentaires qui détruisent leur santé. Cette réserve financière n'est pas simplement un chiffre sur un compte bancaire. C'est de la liberté d'action solidifiée. Elle représente une capacité concrète à choisir. Plutôt qu'à subir, son effet psychologique est immense. Celui qui sait qu'il peut survivre 6 mois ou un an sans revenu traverse le monde différemment. Il se tient plus droit, il négocie avec plus d'assurance. Il n'agit pas par peur, mais par force. Réduire ses dépenses ne signifie donc pas seulement augmenter son épargne. Cela renforce directement sa résilience mentale. On devient moins vulnérable aux chocs presque antifragile. Les crises frappent beaucoup moins durement celui dont le mode de vie n'est pas cousu sur mesure. Pour le toujours plus, demande-toi sincèrement combien de peur face à l'avenir disparaîtrait. Si tes dépenses mensuelles étaient réduites de moitié, à quel point oserais-tu décider autrement? Alléger ces charges, c'est aussi alléger l'angoisse. Plus tes besoins fixes sont élevés, plus ta liberté intérieure se rétrécit. Il vaut également la peine de regarder le temps que l'on regagne. Celui qui consomme moins doit souvent travailler moins ou peut choisir un travail plus porteur de sens, même s'il rapporte moins. Le burn-out moderne est fréquemment le symptôme d'un mode de vie qui exige davantage d'énergie que l'être humain ne peut en régénérer. Nous travaillons intensément pour acheter des choses censées nous récompenser de ce travail intense. C'est un cercle vicieux, parfaitement huilé. Les personnes qui dépensent peu brisent ce cycle. Elles achètent du temps pour des choses qui ne coûtent rien, mais qui ont une valeur inestimable, une promenade en forêt, une conversation profonde avec un ami, la lecture d'un livre, l'apprentissage d'une compétence par simple plaisir. Elles ont compris que les plus belles choses de la vie ne portent aucun prix. Au fond, la psychologie de la frugalité est une psychologie de l'attention. Où diriges-tu ton regard intérieur dans une société de consommation? Notre attention est constamment attirée vers l'extérieur, vers le prochain produit, la prochaine stimulation, la prochaine nouveauté. Celui qui choisit de peu dépenser ramène cette attention vers lui-même. Il commence à mieux se connaître. Lorsque tu n'es plus distrait par le shopping ou le divertissement permanent, tu te retrouves face à tes propres pensées. Au début, cela peut être inconfortable. Beaucoup consomment pour combler un vide intérieur ou pour anesthésier l'ennui. Si tu retires l'achat, le vide devient visible. Mais c'est précisément là que réside l'opportunité d'une véritable croissance personnelle. Au lieu de remplir ce vide à tout prix, tu apprends à le comprendre. Tu développes des activités qui demandent de la créativité plutôt que de la simple passivité. Tu passes du rôle de consommateur à celui de créateur de ta propre vie. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas d'avarice, mais de conscience. Ce n'est pas se priver. C'est choisir délibérément où placer son énergie, son temps et son attention. L'avarice est guidée par la peur. La personne avare retient son argent parce qu'elle craint de le perdre. Elle ne s'accorde rien et n'accorde rien aux autres. C'est une forme d'enfermement. La frugalité consciente dont nous parlons ici repose, au contraire, sur la liberté. Ces personnes dépensent de l'argent, mais avec une intention claire et réfléchie. Elles privilégient la qualité à la quantité. Elles
investissent dans des expériences durables plutôt que dans des objets voués à prendre la poussière. Souvent, elles se montrent même généreuses car elles ne se sentent pas menacées par le manque. La différence réside dans l'état d'esprit. Parler de la psychologie de ceux qui dépensent peu. C'est parler d'autonomie, dans un monde qui tend à nous façonner en consommateurs dépendants. Choisir consciemment de limiter sa consommation devient un acte d'affirmation personnelle. 7. Comprendre que le bonheur ne se trouve pas dans le prochain colis livré à domicile, il se trouve dans la manière dont nous vivons chaque journée. Lorsque tu déplaces ton attention de l'avoir vers à l'être, la texture même de ton existence change, la pression diminue. La course permanente s'apaise, tu cesses de poursuivre sans fin quelque chose d'extérieur. Et tu commences à habiter pleinement ce que tu es déjà. Peut-être que cette réflexion t'inspire à remettre en question tes propres habitudes. Regarde-les. Relevés bancaires des 3 derniers mois, non pas avec l'œil d'un comptable, mais avec celui d'un psychologue. Que révèlent réellement tes dépenses sur tes besoins intérieurs? Ou as-tu dépensé de l'argent pour provoquer une émotion que tu aurais pu atteindre autrement? Ou as-tu acheté pour apaiser un geste qui, sans ce niveau de vie élevé, n'aurait peut-être même pas existé? La liberté commence dans l'esprit. Mais elle se manifeste dans ta manière d'utiliser tes ressources. Moins tu as besoin, plus tu es libre. Il ne s'agit pas d'un appel à vivre comme un moine, mais d'une invitation à te délester du poids qui t'empêche d'avancer avec légèreté. Chaque dépense est aussi une décision sur la manière dont tu choisis de vivre. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce qui te manque lorsque tu n'achètes plus rien. Si la réponse est rien, alors tu as atteint un état dont beaucoup de millionnaires ne font que rêver. Tu es arrivé non pas à une destination extérieure, mais à toi-même, et cela n'a pas de prix. Ce n'est pas une réussite visible de l'extérieur, mais une forme d'alignement intérieur, lorsque tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu te découvres enfin chez toi, en toi. Mais comment traduire cette prise de conscience dans la vie quotidienne? Il y a une raison pour laquelle les personnes les plus sereines vivent souvent de manière plus simple. Elles ont compris que la complexité inutile épuise, alors que la simplicité libère. Alléger ses besoins, c'est alléger son esprit. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai précisément pourquoi moins peut réellement signifier plus et comment tu peux bénéficier immédiatement de cette simplicité sans tout bouleverser du jour au lendemain.